Bonsoir à tous. Voilà, je vais vous demander une petite attention, 5 minutes, pour faire le point sur les conférences. Donc, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Enfin, tout est relatif. La conférence sur le transhumanisme qui doit avoir lieu dans 15 jours, je ne pourrai pas la faire parce que je dois faire une conférence sur les méthodes innovantes en économie, enfin tout ce qui est relatif à l'économie, aux écosystèmes territoriaux. Donc je ne serai pas disponible, je vais la repousser en mars, comme on avait fait avec le docteur Olivier Coheret en décembre. Donc je vous retiendrai au courant, je mettrai la nouvelle date sur le site internet. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste partie remise. Sinon, donc on aura un mois de février assez vide, finalement, on ne se verra pas beaucoup au mois de février. Et la prochaine fois qu'on se verra, donc c'est pour la médecine, donc Parkinson avait été demandé le mardi 8. Le mardi 8 mars, donc c'est le docteur Olivier Coheret qui revient pour la maladie de Parkinson. Donc moi je pense que je vais prendre le mardi 15, ce qui fait qu'on aura des conférences 3 fois d'affilée, ça fait peut-être beaucoup, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça fait trop coup sur coup, c'est-à-dire le 8, le 15 et le 22? Ou est-ce que ça vous convient? Mars. Non, ça vous dérange pas plus que ça? Non. D'accord. Donc pour moi, je pense que je vais la positionner pour le 15 mars. Et ensuite, on a, pour clôturer l'année, donc le docteur... Attendez voir, je me remémore, parce que j'ai une journée encore difficile. Non. Voilà, ça va m'en revenir. Voilà, le docteur Morel, Jean-Michel Morel, donc, qui est l'auteur du célèbre traité de phytothérapie, qui a une chaire à l'université à Besançon, qui viendra donc le 22 parler des plantes dans la pharmacopée moderne, l'actualité et l'avancée des techniques de soins par les plantes, pourquoi utiliser les plantes, comment éviter la dépendance et la surconsommation médicamenteuse allopathique, c'est-à-dire traditionnelle chimique, et la phytothérapie est-elle une alternative fiable et efficace face à la résistance des bactéries et aux antibiotiques. Voilà. Donc je crois que je n'ai rien oublié. Non, il ne me semble pas. Donc si j'ai oublié quelque chose, je vous le dirai à la fin de la séance. Et puis donc voici monsieur Jean-Jacques Brel, monsieur Delon, si je me souviens bien, et le monsieur au bout, je ne connais pas. D'accord. Monsieur Genès, donc ils vont parler des monnaies locales sur nos territoires. Donc je cède la parole à monsieur Brel. Bonne soirée à tous. Merci messieurs, dames. Donc je corrige tout de suite le titre. C'est pas une conférence qu'on va vous donner, c'est un échange qu'on va avoir ensemble autour d'une thématique que nous sommes susceptibles de partager plus tard, qui est la monnaie complémentaire. Donc on est trois membres du conseil d'administration de la PIV, qui est l'association 1901 qu'on a créée il y a 1 an et qui gère ce projet d'installation de monnaie complémentaire en Franche-Comté. Donc c'est le hasard, mais Jean-Louis est du Doubs, Jean-Louis Genès est du Doubs, voilà. Michel Delon est de Haute-Saône, et moi du Jura. Voilà. Donc, vous voyez, donc vous avez tout de suite deviné que c'est un projet régional. Voilà. Donc plutôt que vous vous embêter par le baratin, vous avez déjà prévu 2 petits films, enfin, qui sont très courts, qui nous permettra de nous introduire directement dans le sujet. Après, on pourra tracer dans les grandes lignes du projet, enfin, ce que c'est que la monnaie locale complémentaire, et puis quel est le projet sur la Franche-Comté. Et puis, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, à contester. Donc, on va commencer par les 2 petits films. Ah. Oui, je vous sais un petit peu. Imaginons un immense marché où s'achètent et se vendent Vous êtes tout près là. dans le monde. À minuit, le marché ouvre ses portes. À 1h, tout ce dont on a besoin pour vivre a été vendu. Des carottes, des ordinateurs, des soins médicaux et tout le reste. En 1 heure de plus, toute la monnaie qui s'est échangée sur le marché a servi à financer les usines des ordinateurs, la culture des carottes. De 2 à 3 heures, on échange encore les devises entre elles. Des euros contre des dollars et des dollars contre des yuans.
presque tout le monde a terminé les échanges liés à l'économie réelle. Seuls quelques traders restent là. Et tout le reste de la journée, ils achètent des produits en pariant que leur prix va monter et qu'ils pourront les revendre plus cher. On appelle ça la spéculation. Et ça, je pense que je pense qu'on peut le garder vraiment, ça c'est bien. Hein. Oui, c'est de Ça aussi, ça fait partie vraiment des grands. Ah oui, ça c'est bien. Et les coups, on en a 2 sacs cette année. Moi j'aime bien les couleurs comme ça, je trouve que c'est bien. Mais les coups, est-ce que vous faites cette idée? Il doit m'en rester 5 et dans le nord, vous en avez 55. Mais regardez quand même, si jamais. Et le sol, c'est une monnaie pour créer des échanges qui ne se perdent pas dans cette consommation un peu capitalistique. Sachez qu'il y a une vraie volonté politique, en tout cas de la ville de Toulouse, de développer effectivement et d'accompagner le sol violette, puisque c'est 120 000 € qui ont été votés sur le sol violette. Une grosse diversité interculturelle dans ce projet et démocratique. Au fond du cœur, ça y est, c'est lancé, le sol violette à Toulouse, c'est lancé. Ce que la monnaie, c'est le reflet du désir mimétique. C'est-à-dire c'est ce que tout le monde veut posséder. C'est ni plus ni moins qu'une marchandise particulière que tout le monde désire, non pas pour elle-même, mais pour l'échanger contre autre chose. La monnaie, c'est une représentation symbolique de la richesse. En tant que telle, ça n'a aucune valeur. Tout le projet Sol, c'est un projet de réappropriation de la monnaie par le citoyen. L'objectif, c'est qu'on fasse une expérimentation où on peut vraiment accéder, on peut collectivement se dire, voilà, ça marche, ça marche pas. Pour rendre le sol vraiment attractif, à un moment donné, il faudra augmenter le nombre de boutiques et de partenaires commerciaux chez qui les personnes pourront dépenser leur sol. Qu'aimeriez-vous améliorer dans cette monnaie complémentaire? L'accès au transport, l'accès aux producteurs locaux, l'accès aux artisans. Améliorer l'accès des plus précaires, c'est-à-dire des précaires des précaires, hein, les précaires, bobos, bourgeois. Et donc, pendant l'expérimentation qui dure 6 mois, 30 personnes, ils reçoivent 30 sols par mois. Grâce à ces 30 sols, j'achète du bio, chose que je ne faisais pas avant, quand j'avais pas de sol. Alors suivons le voyage d'un coupon billet de 1 sol. Un soliste va le chercher à la banque et il le dépense dans une entreprise du réseau. Le sol change de main à chaque échange de biens ou de services entre les acteurs du réseau. Quand il a terminé son tour, il a produit l'équivalent de 4 € de richesse car il a circulé entre 4 entreprises agréées. On dit que la richesse se crée quand la monnaie circule. Deuxième. Là, on va commencer par voyager un petit peu. Qu'y a-t-il donc de commun entre le King Hour allemand, des sols violettes toulousains, un ticket restaurant, l'aura sud-africaine, les miles des compagnies aériennes ou les palmas brésiliens? Ils font tous partie de l'éventail varié des outils dont les hommes disposent pour échanger du temps, des produits ou des compétences sans passer par les monnaies traditionnelles.
La plupart d'entre elles sont de formidables leviers de mobilisation des communautés autour de l'échange qui remettent les gens et les savoirs au centre des préoccupations de l'économie. On les appelle les monnaies complémentaires. Les monnaies complémentaires sont des moyens de paiement mis en circulation en complément de la monnaie nationale. Elles sont émises et gérées par les citoyens eux-mêmes regroupés en associations. La monnaie s'échange au sein de l'association au taux de 1 pour 1. Une unité de monnaie égale 1 €. Son cours reste fixe. Aucune thésaurisation n'est possible. On ne peut pas l'accumuler pour en tirer profit. Aucune spéculation non plus. Et l'épargne en monnaie complémentaire n'est pas rémunérée. Certaines de ces monnaies complémentaires sont même fondables. Elles perdent de leur valeur si on ne les réutilise pas avant un certain temps. L'objectif de ces monnaies est social, environnemental, local ou encore régional, tous porteurs d'humanité et du sens que les monnaies conventionnelles n'incarnent plus. Une monnaie complémentaire, ça peut entre autres servir à subsister en temps de crise économique. En Grèce, pays d'Europe le plus dramatiquement touché, beaucoup de gens se sont retrouvés complètement démunis, sans 1 € en poche ou en banque. Comment faire alors pour manger et pour vivre? En 2012, à Volos, des habitants ont refusé de se laisser abattre et ont décidé d'innover. Ils se sont regroupés en associations et ont imaginé une nouvelle monnaie pour pouvoir troquer entre eux de quoi survivre. Ils l'ont surnommé TEM, qui, abrégé en grec, signifie réseau d'échange et de solidarité locale. Bonjour. Bonjour. Comment puis-je vous aider? À ses débuts, l'association a improvisé ses locaux dans la boutique d'une couturière et les adhésions se sont rapidement multipliées. Je voudrais m'inscrire pour le réseau? Oui, le réseau. Dans cette monnaie, il n'y a ni pièces ni billets. Les transactions sont simplement enregistrées sur une plateforme internet créée pour l'occasion. Une fois inscrits, les adhérents reçoivent 3 centimes pour débuter. Ici, vous mettez les produits que vous proposez. Et là, les produits que vous recherchez. Autrefois, on avait l'habitude de faire des échanges dans les villages. Une personne donnait des noix, une autre des patates. C'est un système qui revient, mais dans une forme différente. Cette version innovante du troc porte aujourd'hui sur des produits, mais aussi sur des services, qui vont de la consultation médicale au changement de pneus, en passant par la simple coupe de cheveux. Nourri de solidarité et d'énergie, le thème de Volos se porte bien. La mairie de la ville a validé l'intérêt du projet en acceptant qu'une partie de ses impôts locaux lui soit payée en thème. Et le réseau a même obtenu la création d'un marché hebdomadaire pour ses membres. Cette dame qui est femme au foyer a préparé toutes ses pâtisseries. Et tu peux les payer en thème. Chaque fois qu'un achat a lieu, le montant et les coordonnées de l'acheteur et du vendeur sont inscrits sur un bout de papier. Et les thèmes sont transférés en ligne. Et si on demande aux gens s'ils préfèrent payer en euros ou en thème, la réponse est unanime. Les thèmes, bien sûr. Avec mes euros, je paie mes factures. Avec les thèmes, je m'achète à manger. Aujourd'hui, je suis riche, j'ai des thèmes. Je n'ai pas d'euros, j'ai des thèmes. Je suis riche. Nous pensons que la création de valeur, c'est-à-dire de monnaie, est le droit de chacun et de toute communauté. À l'aide d'Internet et de quelques bouts de papier, le thème grec a permis à toute une communauté de redécouvrir ses richesses humaines et solidaires. L'économie dominante, les gens n'ont pas de valeur, ils ne sont pas utiles. Nous pensons au contraire que tout le monde a quelque chose à offrir. Et redonner de la valeur aux individus, c'est précisément une des caractéristiques de ces systèmes d'échange. Plus d'une quinzaine d'autres expériences de monnaie complémentaires se sont d'ailleurs imposées dans tout le pays depuis le début de la crise grecque. Depuis 30 ans, Bernard Liétard est le grand spécialiste mondial de ces monnaies. Il a commencé comme acheteur de stock options sur les marchés financiers, puis participé en tant que banquier central à la création de l'écu, l'ancêtre de l'euro, ou encore travaillé pour des pays en voie de développement. Selon lui, le système conventionnel de monnaie ne remplit plus sa fonction première. Le sens premier pour moi de la monnaie, c'est l'échange.
La monnaie conventionnelle favorise certains types de transactions, elle favorise la compétition, elle favorise le court terme. Toutes ces choses-là, on peut les remplacer avec d'autres systèmes. Et les monnaies complémentaires fournissent une gamme de possibilités pour attaquer chacune de nos difficultés principales aujourd'hui. Lui qui depuis 30 ans s'est fait le héros de ces réseaux méconnus, s'est d'ailleurs appliqué à les compter. Ces monnaies complémentaires, Bernard Liétard avait pu en identifier 2 dans le monde en 1981. En 2005, dans une douzaine de pays, il en recensait déjà 5000. Et d'après lui, il en existerait aujourd'hui plus de 13 000 dans le monde. Selon lui, le système monétaire actuel étant intrinsèquement instable, beaucoup d'autres crises économiques sont à prévoir. Et il existerait une solution. Cultiver la diversité monétaire comme il y a de la biodiversité dans une forêt, afin d'amortir les chocs inhérents au système en place. C'est-à-dire passer d'une monoculture monétaire à un écosystème monétaire. Donc permettre, même encourager, l'émergence de différentes monnaies pour différents usages qui permettent plus de flexibilité et plus de capacité d'adaptation d'une communauté ou d'une économie donnée dans le monde actuel. Je prétends que chacun des problèmes importants que nous avons actuellement, il y a moyen de concevoir une monnaie qui réduit l'importance de ce problème, que ce soit le problème de l'emploi, que ce soit le problème du vieillissement de la population, que ce soit le problème écologique. Tout ça a des solutions d'innovation monétaire. Et c'est ce qu'on commence à faire. Autre exemple de création de monnaie complémentaire, en France, dans la ville de Bayonne, au Pays Basque. Cette fois, l'objectif de cette monnaie appelée le SCO est de redynamiser l'économie locale et de défendre la culture et la langue basque. En France, 25 monnaies complémentaires ont déjà cours et une trentaine d'autres sont en préparation. Le SCO n'est pas la doyenne, mais elle est celle qui connaît l'essor le plus impressionnant. Contrairement au thème, c'est une monnaie matérielle qui existe pour l'instant sous forme de billets. Dans cette belle boulangerie, l'accueil et les prix sont bilingues. Un macaron rouge et vert annonce qu'on accepte les œufs. La monnaie basque, lancée il y a 1 an et demi, est composée de 5 billets sécurisés. À l'opposé du thème de Volos, inventé dans l'urgence et hors cadre légal, le SCO est le fruit de plusieurs années d'études menées en concertation avec les institutions. L'ex-journaliste Dante Edme Sandrujo est coprésident de l'association Euskal Moneta, qui est à l'origine du projet. Depuis le début, on a tenu à créer un système 100% légal. Notre but, c'est de changer peu à peu la réalité de notre territoire, de le faire avancer vers des démarches plus écologiques, plus sociales, créer de l'emploi, défendre la langue basque. Et ça, pour nous, c'est un projet de long terme. Donc il y aura des questions de se mettre hors la loi. On veut construire quelque chose de solide. Légalement, le SCO est un titre de paiement qui a exactement la même valeur juridique qu'un ticket restaurant ou qu'un chèque cadeau. Les euskos sont échangés contre des euros au taux de 1 pour 1 et ont vocation à être utilisés par les particuliers et par les entreprises. Les particuliers ne peuvent pas convertir leurs euskos en euros. Les entreprises, elles, le peuvent, moyennant une commission de 5% qui sert à financer le système. Au total, les commerces convertis à l'eusko sont environ 150 à Bayonne et 600 sur tout le Pays Basque. On a connu un démarrage, je dirais, assez fort sur l'eusko, puisqu'on est à 280 000 eusko en circulation. Donc en termes de volume de masse monétaire en circulation aussi, on est la plus importante de France. Et voilà, on est la 2e ou 3e d'Europe après le Kimgor en Allemagne et le Bristol Pound en Angleterre. Aujourd'hui, 2800 adhérents particuliers utilisent déjà le SCO. Pour les prestataires qui décident de rentrer dans le réseau, ce sont autant de nouveaux clients qui devront dépenser leur monnaie auprès d'eux. Le macaron rouge et vert a aussi un effet de label garantissant un état d'esprit et une qualité de pratiques environnementales des membres du réseau. En signant, ils s'engagent à acheter ou à vendre des produits fabriqués dans la région pour dynamiser l'économie locale, réduire les temps de transport, mais aussi promouvoir la culture basque. Il faut faire un petit geste pour la langue basque, il faut proposer des produits locaux dans la mesure du possible. Donc c'est des choses qui améliorent très concrètement au quotidien
la réalité de ce qu'est le Pays Basque aujourd'hui. De fait, les commerces de la grande distribution et les entreprises de l'agriculture intensive sont exclus de l'EUSCO. L'enjeu derrière l'EUSCO est économique, bien sûr, mais il est aussi porteur d'espoir social. Et les Basques continuent de rejoindre le réseau, d'autant que les démarches sont extrêmement simples. Première chose à faire, d'abord adhérer à l'association Euskal Moneta, puis changer des euros contre des euskos. Deux opérations qui se font au même endroit, dans l'un des commerces faisant office de lieu de change, où la conversion se fait sans commission. Et bonjour. Une carte d'adhésion? Allez. Alors tenez, vous avez le choix soit en basque, soit en français. Rue d'Espagne, le café Fandango est l'un des deux bureaux de change de la ville de Bayonne. Et bonjour. Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà de ça. Merci beaucoup. Mettons. Chaque mois, je change 400 euros en eusko, ce qui représente à peu près un quart de mon budget mensuel. Pour moi, c'est une garantie que derrière, cet argent va être bien utilisé. Ce qui mobilise autant de gens autour de ça, je pense que c'est qu'on propose un moyen d'action concret tous les jours pour les préoccupations des gens. On n'attend pas la réponse, on n'attend pas que la réponse vienne d'en haut pour, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pour défendre le commerce de proximité, pour participer à la sauvegarde de la langue basque qui est aujourd'hui encore en voie de disparition. Qu'est-ce qu'on fait? On constate tout ça, on est préoccupé par ce genre de questions individuellement et on attend que les réponses tombent ou on se mobilise nous-mêmes. Nous, on a vraiment une solution concrète dont on a montré aujourd'hui qu'elle marche, à petite échelle, mais ça marche. Donc les gens ils disent si je peux participer, je participe. Le SCO, qui sera bientôt disponible dans sa version électronique, remplit son contrat. Pour Bernard Liétard, cependant, il y a un risque. Le risque, c'est que ces monnaies locales complémentaires ne mobilisent que les citoyens qui avaient déjà intégré des réflexes de consommation solidaire. Et l'enjeu de l'innovation autour de ces monnaies se passe, selon lui, à une autre échelle. Pour moi, une monnaie locale, ça joue le même rôle que les capillaires. Dans votre distribution sanguine, c'est très utile, ça nous donne de la couleur, ça nous garde chaud. Mais il ne faut surtout pas penser que ça va remplacer une aorte quand vous avez une crise cardiaque. Et nous avons une crise cardiaque. Face à cette crise cardiaque économique, Bernard Liétard préconise une solution régionale plutôt que locale. Des monnaies complémentaires régionales, il en existe plus d'une trentaine en Allemagne. La France n'en compte pour l'instant aucune, mais plusieurs projets sont en ce moment à l'étude, notamment dans les Landes, dans la Manche et en Île-de-France. Ces monnaies complémentaires suivent donc des modèles très variés. Elles ne concurrencent pas les monnaies nationales ou supranationales. En fait, elles fonctionnent en parallèle sans impacter l'économie globale. Bref, l'explosion de ce phénomène, déjà plus de 13 000 dans le monde aujourd'hui, suscite de plus en plus d'interrogations de la part des institutions financières. Vous souhaitez savoir s'il existe une monnaie complémentaire à côté de chez vous? Consultez notre carte interactive sur arte.tv/futurmag. Découvrez aussi comment créer votre propre monnaie complémentaire grâce au témoignage de Béatrice Cullier qui est en phase de création du Faubourg, une monnaie locale pour le 10e arrondissement de Paris. J'ai entendu parler de cette dame, je me permets une petite question. J'ai entendu dire qu'elle avait bien du mal, hein. Elle se bat, mais difficile dans le 10e arrondissement de Paris. Hein. Écoutez, on avait préparé un petit texte introductif, mais je ne me souvenais pas que la vidéo fût d'aussi bonne qualité. Donc ils ont tout dit. Donc je propose que qu'on ouvre un peu les débats, si vous avez sans doute pas mal de questions. On peut à la fois parler sur le principe des monnaies complémentaires de manière générale, toutes les notions qu'on a entendues, et puis si vous êtes d'accord, on est en train de construire en Franche-Comté. Voilà, autour de notre future monnaie qui va s'appeler la PIF. Donc les questions? J'ai une question, moi. Quand on commençait la difficulté de faire des faux billets, parce que les faux monnayeurs se font... Mais il y en a. Est-ce que ces billets-là ne seraient pas facilement copiables?
C'est une très bonne question. C'est pour ça qu'on a besoin, nous, d'un peu d'argent. On reviendra après sur la manière dont on gère le dossier, mais effectivement, la sécurisation des billets nous coûte de l'argent, va nous coûter de l'argent. On a prévu d'émettre pour l'équivalent de 500 000 € en pile, donc avec des coupures comme aux Pays-Bas de 1, 2, 5, 10 et 20. Il faut qu'on les sécurise, donc filigrane, un certain nombre de précautions. Donc pour le moment, le devis qu'on a, c'est 7 900 € pour les imprimer, les 500 000. Voilà. Pourquoi passer, à ce moment-là, pourquoi passer par des billets, pas passer comme le font déjà d'autres monnaies complémentaires en Afrique, par exemple, uniquement par téléphone portable ou par moyen électronique? Voilà, donc c'est une très bonne question. La plupart des monnaies en France commencent par le billet. Donc on a vu le sol violette, il y a le Galeco il y a le Schko au Pays Basque, le Galeco en Ille-et-Vilaine. La plupart commencent par les billets et passent après au système électronique. Voilà. On pourrait ça change quelque chose d'innovant, justement, de prendre voilà. Quelque chose de nouveau ici, de prendre le problème à l'envers. Alors, à l'exemple du Moniba, qui est une monnaie du savoir qui a été faite en Afrique, où on fait que tout est sécurisé par une transaction avec téléphone portable. Donc si on avait les moyens, c'est un problème de coût. C'est quasi gratuit, le serveur est en open source. Oui, mais malgré tout, toute la mise en place du système informatique, pour le moment on a une vie, si on veut généraliser l'expérience sur notre région, on en a pour 15 000 €. Je vous donnerai l'adresse. Oui, volontiers, oui. Parce que là, on a la société hollandaise c'est une société hollandaise qui commercialise des logiciels. Oui, Cyclos 4. Simplement pour faire une petite remarque, nous on est sur le modèle de création de monnaie ici, on est responsable au niveau régional du mouvement des Fab Labs, enfin une partie du mouvement des Fab Labs, on est en train de les faire. Et on bosse avec Jean-Michel Cornu, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un des spécialistes français de la monnaie complémentaire, qui a monté une monnaie avec le gouvernement du Mali qui s'appelle le Moniba. Le serveur, c'est-à-dire tous les logiciels, sont en open source, gratuits. Ils sont à votre disposition, à la disposition de toute personne qui voudrait. D'accord. Écoutez, on va noter ça. C'est pour répondre aussi à votre question, en fait, c'est vrai que ce qu'on a rencontré comme problème, c'est la sécurisation. Et la question qui se pose, c'est pourquoi rester sur des formats classiques qui sont facilement détournables, alors qu'on peut prendre une longueur d'avance. Alors, c'est aussi un problème. Bon, il y avait un problème de coût, alors on va explorer votre proposition. On a aussi un problème de clientèle. C'est-à-dire que selon les populations, c'est le paiement par smartphone qui va prendre, ou c'est plutôt le billet. C'est pour ça que la plupart des monnaies commencent par la version papier, pour rentrer chez les gens les plus modestes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de smartphone, voilà, et puis petit à petit s'élargir. Voilà. Donc je pense que quelle que soit la forme, on touchera des populations différentes. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a des personnes qui, par habitude, n'ont pas vocation forcément à aller sur le portable, ou voilà. Ça dépend des générations. Oui, ça dépend des générations. Si le portable est en panne, il faut toujours le papier. Voilà. Donc on a aussi ce souci de... Donc, dans le groupe de la PIV, oui, on a un certain âge, mais on a aussi des jeunes, donc on essaye de composer avec différentes tranches de la société. Quoi, voilà. Le plus petit billet, ce serait quoi? 1. Donc on ne peut pas faire de transaction en dessous d'1 €. Alors, ça a été évoqué dans le film de Lechko. Pour être agréé, la Banque de France, vous êtes obligé de passer par la Banque de France. C'est un système légal, le monsieur du Pays Basque l'a dit, on est obligé d'attaquer avec un système totalement reconnu, légal. Quoi, voilà. Donc on est obligé de déposer un dossier à la Banque de France. En fait, c'est une structure qui s'appelle, tu te souviens du nom? Bon, peu importe, c'est une succursale de la Banque de France, c'est une autorité. J'ai trop de mémoire. Voilà. Donc, on peut essayer de se faire agréer comme monnaie, mais on prend un danger terrible parce que c'est très compliqué. Donc, toutes les expériences de monnaie locale en France commencent par le choix qu'on a fait, nous également, c'est-à-dire de ne pas apparaître comme une monnaie en tant que telle. On est quoi ici? Une monnaie, hein,
Et la Banque de France, dans ce cas-là, pour nous dispenser de cet énorme paquet de contraintes administratives, demande à ce qu'on ne puisse pas rendre de la monnaie en petite monnaie. C'est-à-dire que nous impose le même système que le ticket restaurant. Le ticket restaurant, vous avez le droit, vous achetez un truc 28,50 €, vous avez le droit de donner 28 € en ticket restaurant et de rajouter 50 centimes d'euros. Mais vous n'avez pas le droit de donner 30 € en ticket restaurant et qu'on vous rende à 1,50 € en euros. Voilà. Donc, c'est pour des raisons, toutes les monnaies passent par la même expérience. Voilà. Ça s'appelle l'ACPR. L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France. Voilà. Donc, pour des bêtes raisons comme ça, alors c'est sûr que c'est une contrainte. On a commencé à présenter ça à quelques commerçants. Tous ne sont pas emballés. Ma boulangère m'a envoyé gratter. Elle m'a dit: tu m'emmerdes avec ton truc. J'ai pas envie parce que les trucs qui sont payés 95 centimes, tout ça, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ton truc. Par contre, le magasin d'à côté qui a un matériel d'informatique m'a dit: c'est génial. Voilà. Tout. Il y a certains commerces qui n'auront pas trop la contrainte. Le charcutier qui a encore la boutique d'à côté m'a dit: tu ne domines pas pour le moment qu'il n'y a que 20% des transactions qui sont faites en billets, y compris dans un charcutier traiteur. Et il me dit: les jeunes, même quand ça vaut 3 €, ils me donnent leur carte. Ils ne payent plus en liquide. A contrario, les gens de ma génération, on paye plus. Voilà. Donc, on paye surtout en billets. Donc, on va être obligé de s'adapter à ces différentes situations. Donc, le paiement par carte ou par smartphone, c'est sûr que c'est quelque chose qui est porteur d'avenir. Parce que ça lèvera la contrainte de la monnaie. Surtout si c'est gratuit, il y a quelle économie avec tout ça. Non, mais merci, on a bien fait de venir, on va explorer ça, vous allez nous donner un peu de... On avait fait venir il y a 3 ans, justement, c'est une question que je me pose là, dans les présentations qui sont faites, on n'entend pas parler de l'Eurorez. L'Eurorez, vous ne connaissez pas? Non, on en connaît beaucoup, mais pas c'est une monnaie complémentaire qui est née en Belgique, qui à l'heure actuelle doit concerner, il y a 100 000 cartes de crédit en Eurorez. Et il y a plus de 5000 commerçants et entreprises qui font partie du réseau, qui donnent aux gens, quand ils changent leur euro en Eurorez, donnent déjà 10% de bénéfice. Si vous voulez, vous achetez 100 Eurorez, on vous en donne 110. Donc il y a déjà 10% de gain de pouvoir d'achat. C'est une banque complète. Hein. Le directeur était venu à Montbéliard faire une conférence pour l'ADU et pour la région. C'est nous qui l'avions fait venir. Ils font des prêts aux commerçants à 0% pour équipement. En fait, par rapport ce que je vois par rapport à la monnaie qui a été présentée, le SCHO, là, il y a quelque chose qui me semble intéressant dans le système, c'est que il n'y a pas cette différenciation de passage de l'euro à la monnaie complémentaire différenciée entre les particuliers et les entreprises. Parce que là, le système qui est présenté, c'est en fait on tourne en local pour réalimenter ensuite le système global. Là, le problème qui a été évoqué par le monsieur de l'ESCO, où les particuliers n'ont pas le droit de réchanger leur PIB, enfin, puisque c'est le nom qu'on va utiliser, en euros, c'est une des contraintes de la CPR. C'est réservé aux entreprises. Si on veut aller plus loin, on est obligé de considérer comme une monnaie, et là, ça nous pose vraiment beaucoup de problèmes. C'est une banque. L'Eurorez, c'est une banque, en fait. Voilà. Le droit belge est différent du droit français sur ces questions-là? Non, ça envahit jusqu'à toute la Picardie, c'est en région parisienne, Île-de-France, c'est déjà bien implanté. Vous évoquez le succès de cette... On a un certain nombre de monnaies où le succès est tel qu'ils peuvent aller, ils ont les moyens financiers, et ils peuvent aller jusqu'à faire ce que vous avez évoqué, des prêts sans intérêt ou des prêts à des taux très, très faibles pour des petites entreprises qui essaient de démarrer localement et tout ça. Mais ça suppose le VIR suisse, voilà, justement, ils n'en parlaient pas et ça c'est étonnant. Qui est une caisse de compensation entre entreprises et qui fonctionne. Enfin, je résume. Ils ont eu un tel succès, aujourd'hui ils ont créé le VIR en 1934, juste après la grande crise de 1933. Et actuellement, ils fédèrent 6000 entreprises. Donc, ils ont les moyens
Et ayant les moyens, ils ont créé une banque, ils ont la banque VIR, qui dépend de la banque de Zurich. Voilà. C'est la banque de Zurich qui se porte garante en fait de ce qui se passe. Mais là, on n'est plus du tout dans les mêmes schémas que la PIV ou que voilà. le Chauchet. Voilà. Donc la grosse différence par rapport aux expériences, pas par rapport à l'ECHCO, mais par rapport à la plupart des autres expériences auxquelles on a été confrontés, c'est qu'ils sont fortement soutenus par les collectivités locales. Vous avez vu le représentant de la mairie de Toulouse qui a dit qu'ils avaient voté 120 000 €. Voilà. C'est vrai que nous, on rentre aujourd'hui dans des phases, une période plus difficile où on a déposé des demandes de subventions, des dossiers au conseil régional, au conseil départemental, tout ça. Mais c'est sûr qu'on a un petit espoir d'obtenir quelque chose, quoi. Voilà. Et le soutien des collectivités, il sera précieux. Alors, il a été évoqué d'une autre manière dans le film. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment, il y a quelqu'un de Toulouse qui a dit qu'il recevait 30 € par mois, 30 sols par mois, et qu'il s'en servait pour acheter du bio. Et en fait, c'est mal évoqué, mais l'information complète sur Toulouse, c'est que la mairie a décidé d'appuyer sa politique sociale sur le sol violette. C'est-à-dire, au lieu de donner 30 € à chaque ménage chômeur, elle lui donne 30 sols violettes. Et selon les municipalités, vous avez la monnaie locale peut supporter, peut alimenter soit une politique sociale, au cas de Toulouse, ça peut aussi alimenter une politique environnementale, ce qui fut le cas à Grenoble. Donc, j'en ai parlé au maire Poligny qui me dit, moi, ça va me servir à ma politique éducative. Enfin, voilà. Une municipalité ou un conseil départemental peut s'appuyer sur la monnaie locale pour renforcer telle ou telle politique. Alors pour elle, c'est une garantie que ça reste localement et tout le monde, ça bénéficie à tout le monde. Puis en plus, l'avantage, c'est que ça évite de stigmatiser. Il a évoqué le mot un bobo ou... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, t'as raison. Le fait que les gens reçoivent des dotations en PIV, ça évite de les stigmatiser, ils n'ont pas des bons de réduction, ils reçoivent une dotation en PIV, et puis c'est totalement anonyme. Voilà, ouais, c'est totalement... Ça ne fixe pas l'attention sur l'origine de leurs ressources. Peut-être. Est-ce que vous avez constaté une amélioration des circuits courts sur d'autres secteurs? De la dynamique des circuits courts ou... Alors, l'expérience, les contacts que j'ai eus avec la mairie de Toulouse, ils sont très dithyrambiques sur la monnaie locale. La seule vraie opposition qu'on rencontre quand on la présente en public, là j'anticipe par rapport à l'opposition qui va nous être faite, c'est qu'on n'a pas besoin de ça pour acheter local. Voilà. Et l'opposition est d'autant plus forte que parfois des gens participent déjà à des AMAP, des choses comme ça, en disant mais finalement on a déjà, ou il y a des, je ne sais pas si ça existe en Haute-Saône, les SEL, les systèmes de 3 Q, ça existe en Haute-Saône. Voilà. Donc on nous rétorque, mais on n'a pas ceux qui participent au SEL, qui participent aux AMAP, ils nous ont dit on ne nous a pas attendu. Ça, on est sans illusion là-dessus, on n'arrive pas comme des sauveurs. Mais on n'a pas besoin de ça pour favoriser le commerce local, favoriser les artisans locaux. L'argument est vrai. Spontanément, en tant que citoyen, je peux avoir personnellement choisir de favoriser, bon, j'habite Poligny, c'est un autre 5000 habitants, je choisis de favoriser plutôt que d'acheter sur Internet, j'achète mon informaticien du coin, mon charcutier du coin, bon, voilà. Bref, donc c'est un choix personnel. L'avantage de la monnaie locale, c'est que ça crée un élan. On l'a un petit peu senti sur le Pays Basque, ça fait une ça fait une cristallisation collective de l'espérance. Au lieu que chacun soit de son côté puis essaie de favoriser. C'est un phénomène qui incarne collectivement la volonté d'avancer ensemble. Et ça crée du dynamisme, donc ça crée des échanges. Parce que vous l'avez vu dans le film sur le sol violette, de temps en temps, il y a une assemblée générale, les gens y votent, et tout ça. Voilà. C'est que, en fait, les règles du jeu de mise en place de la monnaie locale, il faut qu'elles soient définies avec la population. Donc avec les gens qui vont y participer, qui vont adhérer, qui vont prendre une carte, soit des particuliers, soit des commerçants, soit des entreprises. Et c'est eux qui, sur leur lieu propre, vont définir les règles du jeu, qui en admet pas dans le système. À Poligny, il se pose la question de l'adhésion d'Intermarché ou pas. On ne va pas avoir de réponse toute faite, c'est les gens de Poligny qui vont décider, les commerçants de Poligny qui vont décider ensemble si Intermarché rentre dans le circuit ou pas. Voilà. Donc il y a des questions un peu concrètes, triviales, qui sont à gérer au niveau local.
Et ça crée du dynamisme, donc on fait des assemblées générales. Donc à Toulouse, en parlant avec M. Plat, là, qu'on a vu interviewer, il disait que grâce à la monnaie locale, le sol violette, ils avaient recréé des activités, une réparation de vélo dans un quartier où ça manquait, voilà, parce qu'on remettait les gens ensemble et puis il y avait des besoins qui s'exprimaient. Le principe d'une monnaie locale, c'est quand on lit les ouvrages théoriques sur les monnaies locales, ils commencent par nous dire qu'il faut faire l'inventaire des besoins non satisfaits de toute nature, hein, que ce soit des productions, de la culture, du sport, du loisir, du social, voilà. On fait l'inventaire des besoins non satisfaits et l'inventaire des offres potentielles qui, elles, ne sont pas couvertes, voilà. C'est le principe de base de la monnaie locale. Et pour ça, il faut de l'animation, donc il faut du sang qui circule, des gens qui se réunissent entre eux, des commerçants qui se réunissent entre eux, qui se réunissent avec les consommateurs. C'est ça, la vertu de la monnaie locale, c'est créer du dynamisme, créer de l'échange, créer de l'espérance collective. Peut-être pour vous rajouter une petite précision dans votre question, désolé, c'est la monnaie que je connais le mieux, le Rorez, puisqu'on avait travaillé dessus. Ils ont fait les mesures, ils estiment aux alentours de 5% l'augmentation du chiffre d'affaires de chaque commerçant qui travaille en Eurorez. Donc c'est qu'au niveau du commerce véritablement local et de la relocalisation en circuit court, on a quand même un dynamisme qui est posé. D'accord. Et puis il y a estimé à 5% à peu près. Voilà. Et puis il y a une autre façon de répondre à votre question, monsieur, c'est qu'on peut considérer effectivement que la monnaie locale crée des circuits courts, hein, puisqu'elle est territorialisée d'une certaine façon. Et on a essayé de mesurer quel était l'effet des échanges sur un territoire donné. 1 000 € au bout du 6e tour génère 1 450 €, monnaie locale complémentaire de richesse locale. Si vous faites une transaction traditionnelle, vous allez acheter plutôt dans une grande surface et vous continuez de consommer dans des grandes surfaces. Au bout du compte, au 6e tour d'utilisation de la monnaie, il ne reste localement que 450 €, des 1 000 € initiaux que vous avez distribués, hein, que vous avez dépensés. Et c'est donc, en ce sens, on montre très concrètement que ça a un gros intérêt en termes de capacité d'enrichir le territoire, hein, par la multiplication. Plus ça circule et plus on va enrichir le territoire. Sauf que, alors, l'expérience montre, hein, qu'au 6e tour, ça ne génère plus rien. D'où la nécessité de faire circuler en permanence. D'accord. D'où les monnaies fondantes. Alors, les monnaies fondantes, c'est autre chose. D'accord. Parce que là, ça ne fond pas, là. Hein, la différence, c'est que là, vous restez à un taux d'échange constant, en quelque sorte. La monnaie fondante, c'est lorsque vous lui faites perdre de la valeur chaque fois que vous ne l'utilisez pas, au fond. Hein. Quand vous faites durer trop longtemps la circulation de la monnaie en question. Alors ça, ça sert à autre chose, en fait. Hein. On y a renoncé, nous. On s'est posé la question de la fonte, et on y a renoncé. On y a renoncé parce qu'on se disait... Enfin, c'est un moyen, c'est du volontarisme, la fonte. C'est obliger la monnaie à circuler. Hein, puisque si vous la gardez plus de 3 mois, elle perd de la valeur. Alors, elle perd pas beaucoup, elle perd 2%. On y a renoncé parce qu'on ne se sentait pas suffisamment solide pour gérer la partie administrative liée à ça. Voilà. Et puis aussi parce qu'on n'est pas en position de force. On se dit que pour aborder les commerçants et tout ça, pour leur expliquer, on va se compliquer la vie. Et donc, on a renoncé à la fonte. Et on a, dans le témoignage du Pays Basque, vous avez vu qu'il prenait 5% quand un commerçant accumule de la monnaie complémentaire, il a de multiples façons de l'utiliser. Bon, il peut l'utiliser, nous ce qu'on espère, ce qu'évoquait Jean-Louis, c'est qu'il va l'utiliser chez un autre commerçant ou chez un autre fournisseur local qui lui-même acceptera les pives. Et c'est dans ce sens-là, si on le fait, c'est la réussite. Hein, parce qu'on a créé du lien, on a recréé du lien entre tous, la complémentarité, la solidarité. Voilà. À défaut, par exemple, je vous donnais l'exemple de mon commerce informatique. Lui, son matériel informatique, il est en Franche-Comté. On a établi un questionnaire, je vais le tester chez lui. Lui, c'est 0 d'appro local, donc il ne peut pas.
Donc lui, par contre, il peut l'utiliser pour soit à son compte personnel, donc en tant que commerçant, il peut faire un chèque de caisse et puis retirer de la PIV et puis pour son compte personnel et le payer en euros en équivalent de son entreprise. Il peut aussi payer des primes à ses salariés ou une partie du salaire en PIV. Là, on a un formulaire tout fait, il faut que le salarié accepte, donc il y a un formulaire qui existe, qu'il faut que le salarié accepte de signer. Et puis, à défaut de toutes ces utilisations potentielles qui sont quand même des remises en circuit, il peut revenir au bureau de change. Donc, dans chaque localité où on va avoir de la PIV, on va avoir des bureaux de change. Il peut revenir au bureau de change et rééchanger ses PIV en euros. Donc, vous avez vu dans le Pays Basque, ils mettent 5%. Nous, on s'est compte, dans le projet actuel, c'est 2%. Et personnellement, mais après, on est une association, donc c'est tout le monde qui décide. Personnellement, je suis même, donc je ne suis pas sûr d'être suivi, je suis partisan qu'on la supprime. Qu'on supprime le rélimage et qu'un commerçant, quand il revient rééchanger, ce soit du 100%. Voilà. Mais après, ça, c'est la cuisine, on verra bien, on en discutera. On n'est pas porteur d'un projet abouti, puisque ça fait 2 ans qu'on construit la PIV. Et donc on espère démarrer au 1er juillet 2016 dans 2 localités, l'agglomération byzantine et le pays du Revermont, qui est dans le Jura. Dans 2 territoires, plus que localités. C'est plus que des localités. On appelle ça des bassins de vie, parce qu'ils ont des configurations extrêmement différentes, ces bassins de vie, selon les lieux. On peut avoir une toute petite commune, c'est toi qui nous avais parlé de Ingersheim. Voilà. Oui, Ingersheim, en Alsace. En Alsace, ça a combien d'habitants 3000, je crois. 3000, voilà. Bon. Ça peut être donc une commune pas très importante, ça peut être une grande ville. Bon, ils ont parlé du Bristol Pound là, tout de suite dans le reportage. Bristol, je ne sais pas combien ça a d'habitants, mais c'est 120 000. Pas plus que ça Non, c'est 200 000. Voilà. Je l'ai là. Mais il y a Saint-Dié dans la région qui a lancé une monnaie il y a 2 ans, je crois. Oui. Je sais pas que... Je crois que c'est, il me semble de mémoire que ça s'appelle le Déoba. Déoba. Voilà. Alors voilà, c'est un peu partout. Vous l'avez suivi celle-là ou... Non. Ben, on n'arrive pas à tout faire en fait, parce qu'en gros on est une équipe d'une dizaine de copains qui travaillent là-dessus. Mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Voilà. Et donc la zone géographique est extrêmement variable. Par exemple, j'ai été voir à Rennes ce qui se passait. À Rennes, c'est le conseil général qui a mis, pareil que Toulouse, ils ont dû mettre 120 000, 140 000 euros. Ils payent des animateurs et ils développent le Galéco, donc qui est la monnaie bretonne, dans trois pays. Rennes, Fougères et Redon. Voilà. Donc les zones géographiques sont très très variables. Donc nous, en Franche-Comté, pour le moment, on a l'agglomération byzantine qui est sur les rails et le pays du Revermont. Et puis on essaye d'essaimer. J'ai appris ce matin qu'il y avait un projet sur Saint-Claude. Il y a une personne de Lons qui m'a dit je vais y aller à fond, puis elle arrache les piquets, donc elle a décidé qu'on mettrait la pique aussi sur Lons-le-Saunier. Toi, tu pourrais parler de ton projet un peu. Que nous, on est en réflexion, mais je regardais avec intérêt aussi ce que vous avez fait au niveau du Fab Lab en termes de monnaie locale, ça serait intéressant d'échanger. Mais l'idée, elle est quand même aujourd'hui, bon, on était parti sur Noroît puisque j'étais un peu au démarrage. Alors, pour vous expliquer pourquoi je me retrouve là, c'est que j'ai vécu un peu l'expérience du sol, en termes qui avait été une tentative. Alors on va pas passer à Besançon. C'est une monnaie locale qui avait mené jusqu'à la monétique quelque part, hein, puisqu'ils avaient tenté aussi l'aspect carte. Pour des raisons d'organisation, de complexe, et puis je pense que ça sert bien maintenant pour l'exemple de la PIV. On avait participé à ça, mais ça n'avait pas abouti. Mais là encore, c'est aussi, je crois c'était de la nouveauté, puis aussi un accompagnement de la collectivité qui s'est un peu arrêté à un moment et qui n'a peut-être pas permis de la poursuivre jusqu'au bout. Et donc en étant là-dedans, nous on avait senti un intérêt, puisque sur Noroît on a un petit resto, on avait senti un intérêt, mais on était très isolés. Donc quand on a appris que la PIV se relançait, on s'est dit on garde contact, on sait que c'est pas évident, parce que quand on est dans des milieux ruraux, pour arriver à cette notion de seuil critique, de masse critique, bon, on la réabordera, c'est pas évident d'arriver à l'échelon d'une échelle, d'une commune rurale, ou je dirais même à l'échelon d'un petit bassin, de faire quelque chose tout seul. On s'est dit on garde contact, et puis on essaie d'avancer
avec l'objectif quelque part de créer un groupe qui ici, je pense que si on réunit une dizaine de personnes, on peut arriver à travailler, de passer de l'idée au concret. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen. Si on l'avait vu, on l'avait illustré un petit peu au travers d'un atelier dans le cadre des automnales sur les monnaies locales. On avait fait un petit jeu. On voit que ça crée du lien. Et puis quelque part, l'organisation proposée par la PIF, qui est de dire, on donne la structure régionale. Je te donne la parole. On donne la structure régionale. Et ça peut permettre d'accrocher sur des bassins de vie qui sont un peu isolés. Et finalement, de développer la dynamique locale et puis de s'accrocher à une dynamique régionale. Donc c'est pour ça que on a fait l'atelier complémentaire, enfin, les monnaies complémentaires, on a fait un atelier jeu. On avait pensé pouvoir réunir les gens un petit peu avant cette séance d'aujourd'hui, bon, on n'a pas eu le temps, mais je me dis qu'à chaque fois, et c'est pour ça que je suis un peu là, à chaque fois qu'on rencontre du monde et puis que des gens me disent on est intéressés, il y avait une ou deux personnes qui étaient dans la salle qui avaient dit nous on est prêts à le faire, voir comment on articule ça avec les selles, puisque tu dis est-ce qu'il y a des selles, il y a cette notion de selles, etc. Et puis petit à petit, on se dit, on fait un groupe Nord-Franche-Comté. Quand on a fait les monnaies locales, on s'est dit aujourd'hui, si on veut travailler de façon, je dirais, réaliste sur le coin, il ne va pas falloir travailler à l'échelon d'une commune, il ne va pas falloir travailler à l'échelon d'un canton. Pour arriver à travailler avec des entreprises, etc., ça va être probablement à l'échelon d'un pays, voire de 2 pays, pour arriver à avoir une masse suffisante. Donc voilà, c'est un peu sur ça, on avance petit à petit. Quand tu dis 2016-2017, pour moi, si on arrive un jour quelque chose ici en 2018, ce sera déjà bien. Faut du temps, il ne faut pas se dire c'est du jour au lendemain, quoi. C'est une équipe qui se dit à un moment, ça prend du temps. Et puis on a un appui régional, et puis c'est comment ici. Pour l'instant, je fais le pont, quoi, en disant Parce que là, la richesse d'une monnaie, c'est les gens, quoi. Hein. Si les gens se mobilisent, on aura sûrement des gens qui seront là que passifs et consommateurs du dispositif, mais ça peut, il faut que l'essentiel du groupe, ce sont des gens qui y croient. Voilà. De toute façon, le positionnement, tu prends l'exemple, le positionnement d'un Intermarché, le positionnement, c'est plein de positionnements à avoir, quoi. Le choix un peu local de façon de l'articuler. Alors, il l'a évoqué, bon, sur Besançon, c'est clair, l'agglomération byzantine, c'est 150 000, c'est ça, Jean-Louis 115 000, 100, oui, c'est l'aglo 180. Voilà, 180 000. C'est clair que, d'une certaine manière, on peut se passer des entreprises. C'est-à-dire que la monnaie locale, ça va, au début au moins, ça va être une affaire consommateur, commerce local. Voilà, parce qu'il y a un bassin de chalandise. Pour atteindre la masse critique évoquée par Michel, si on arrive à mobiliser les gens sur Besançon, il n'y a pas de problème. Moi, dans mon pays du Revermont, là où j'habite, il y a trois communes de 4 000, 5 000 habitants, donc Arbois, Poligny et Salins. Le nombre de commerces n'est pas très important. Le nombre de consommateurs, ça doit être il doit y avoir 26 000 habitants. Peut-être, manifestement, on ne peut pas se contenter de s'appuyer que sur la logique consommateur et commerce. Donc, quand j'en ai parlé, je suis allé voir le maire de Salins, le maire de Poligny. Eux, ils ont aussi une problématique sur leur territoire de développement des entreprises. Donc, on ambitionne, en plus de favoriser, c'est pas alternatif, c'est en plus, on ambitionne de renforcer le tissu de solidarité entre entreprises et donc d'adopter un peu le système de la caisse de compensation qui existe en Suisse, qui existe en Sardaigne, qui existe à Nantes. À Nantes, ils viennent de lancer le SAU Nantes. Il y a une caisse de compensation, et là c'est gratuit. Le logiciel, le Cycloscat est gratuit, et donc on gère les entreprises, au lieu de quand elles s'achètent entre elles, elles ne se payent pas. C'est une écriture sur la caisse de compensation. Le même système que vous avez vu pour le thème au niveau des particuliers en Grèce, on pense le lancer avec les entreprises. Voilà. Donc chaque lieu a sa problématique, a ses caractéristiques, et donc ça sera aux gens du lieu. Alors l'avantage de l'organisation qu'on a, qui a un peu une originalité comtoise, c'est qu'on supporte l'ensemble des coûts et des contraintes administratives au niveau régional, donc création de billets, puis animation régionale. On vient d'embaucher un animateur, alors pour le moment il ne coûte pas très cher parce que c'est un contrat aidé, après on verra comment on peut se débrouiller.
Donc l'intérêt de nos dispositifs, c'est que c'est le niveau régional qui supporte l'ensemble des contraintes, des charges, qui est aussi lieu régional, un lieu d'échange et de solidarité, voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, voilà. Et puis, on préserve, donc dans nos dispositifs, on préserve l'implication locale, on préserve l'originalité locale. C'est sûr que sur Neuroalbourg, le projet ne peut pas être le même, de la monnaie locale, il ne peut pas être le même que sur l'agglomération byzantine. Il va prendre des configurations extrêmement différentes, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc c'est... Mais pour ça, il faut qu'on s'appuie sur les gens du cru, quoi. Voilà, il faut qu'on s'appuie sur... Nous, on offrira un cadre. Et je dirais que au-delà de ça, l'avantage c'est que si elle a besoin d'une dynamique locale, moi, il me semble que le fait, ça sera la même pive ici, oui, ou à Besançon ou à Poligny. Oui. Donc quelque part, c'est plutôt de leur faire les liens. Il y a aussi Audencourt qui... Oui. Ça sera le même billet qui s'appellera par. Oui. Oui, ça sera le même billet. Donc on peut acheter à Besançon, oui, à Lyon, oui. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quand on va voir un commerçant, lui, il a la logique locale, quoi. Il a ses consommateurs, sa clientèle. Quand je vais voir une entreprise, ça change tout de suite, parce qu'une entreprise, elle a des appros qui vont être... par exemple, sur le marché à Poligny, j'ai deux primeurs. Donc j'ai mon primeur local, je ne vais pas citer leur nom, peu importe. Et lui, il s'approvisionne que sur le marché de Lyon. Quand je suis allé le voir, monsieur, il m'a envoyé gratter en me disant... je ne vais pas m'emmerder avec vos conneries. On m'a dit ça comme ça. Voilà. C'est clair. A contrario, on a quelqu'un qui tient un stand qui vient d'Auxonne. Vous connaissez Auxonne? C'est vrai que c'est un Côte-d'Or, mais en même temps, c'est de la production régionale. Donc je lui ai parlé de la pive, il m'a dit ça m'intéresse. Et donc, il ne faut pas être trop, à mon avis, trop étroit avec cette définition géographique. Si on peut associer toute la zone d'Auxonne, c'est de la production locale. Voilà. Donc, on va être souple, on va coller à la problématique du territoire, et puis voilà. Donc, ça sera au génie de chaque lieu, au génie des gens de chaque lieu, de définir quelle est leur configuration. Donc, Bourgogne-Franche-Comté, c'est la même région? Oui, oui, oui. Alors, on a une chance, donc on nous a posé la question, mais comment vous allez faire avec le rapprochement des deux régions? Puisque le dossier de demande de subvention, quand on l'a envoyé à Madame Dufay, elle n'était encore présidente que de la région de Franche-Comté. Et désormais, ces services vont instruire une demande pour la Bourgogne-Franche-Comté. On espère qu'on a une réponse un minimum positive. Notre chance, c'est que la Bourgogne n'a pas de monnaie locale. Il y en a l'étude dans la Nièvre, ils sont sur la même thématique que nous, on bosse avec eux. Ah ouais. Clancy, entre autres, est sur le département, ils sont en train de réfléchir. D'accord. Il y a peut-être d'autres questions de personnes qui n'en ont pas posé. Fonctionner avec quel argent? Pour le moment, rien. Alors, notre modèle économique est le suivant, parce que quand on va voir les collectivités, j'ai vu les maires, les présidents de communautés de communes, le conseil départemental, le conseil régional, ils ont tous la même question, c'est ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Donc on est obligé d'être transparent et d'annoncer notre modèle économique. J'ai fait un document de 19 pages là-dessus qui présente bien tout notre plan de travail. Donc on considère qu'on est en phase d'investissement sur les 2 années qui viennent, 2016-2017. Là on a besoin, cette année j'ai fait un budget de 100 000 €. On a besoin de 100 000 € entre tout, voilà. Bon, si on a moins, on aura moins, hein, on fera avec, voilà. Donc là on a tapé les collectivités régionales et départementales pour tous ces... Donc, alors je m'explique, excusez-moi, il faut que je sois plus organisé dans mon exposé. Donc, phase d'investissement, j'y reviendrai. En routine, notre modèle économique, c'est simple. Contrairement à l'USCO, nous on compte surtout sur les adhésions pour fonctionner. C'est tout simple, hein. Il a parlé de... J'ai noté, il a dit qu'ils ont 2800 adhérents particuliers. Voilà. Moi je compte que dans 2 ans, on en aura 2000. Je compte, c'est simple mon calcul, c'est 350 adhérents par lieu, et j'espère en 6 lieux d'implantation dans 2 ans. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas imbécile. Hein, quand le Pays Basque il annonce 2800, donc on doit être capable d'arriver à 2000 dans 2 ans. Voilà. Donc 2000 adhérents, plus j'ai compté 400 commerces et entreprises, donc les adhésions sont plus chères. Pour les particuliers, actuellement, on a décidé que c'était 10 €
la cotisation de base, et si quelqu'un veut nous aider, ce qui arrivera probablement, c'est 30 € pour les particuliers. Pour les commerces, on a décidé d'une cotisation qui revient à plusieurs, selon le chiffre d'affaires. Bon, voilà. Ça va leur revenir entre 60 et 120 € par an. Quoi. Voilà. Donc, avec ce modèle économique de 400 entreprises et puis 2000 particuliers, j'arrive à un budget de 60 000 €. On n'a pas besoin de plus. Hein, si on peut fonctionner, on n'a pas besoin de plus. Donc, on sera autonome financièrement dans 2 ans. Donc, voilà ce que j'annonce aux collectivités qu'on contacte. Autonomie financière dans 2 ans, si on réussit, évidemment. Et puis, pendant la période d'investissement, on compte sur 3 ressources principales. Les subventions qu'on a demandées. Donc, on a demandé, c'est pas quoi, sur 2 ans, on a demandé 64 000 € aux 5 collectivités, donc les 4 conseils départementaux, le conseil régional, ensemble. Donc, quand vous regardez, si vous divisez par 5, ça ne fait pas des grosses sommes, c'est pas quoi. Voilà. Donc, les subventions, on lance une opération de financement participatif demain. C'est le hasard, on devait la lancer beaucoup plus tôt, puis ça a pris du retard, parce qu'évidemment, il y a des mises en œuvre techniques qui ont créé des délais. Donc, c'est le hasard. Donc, je vous annonce que le financement participatif de la PIV se lance demain. Sur Ulule ou sur quel site? À Rizuka. À Rizuka, je ne connaissais pas ça. Oui, parce qu'on a une équipe, donc dans l'équipe, il y en a qui se... Une forme spécialisée de financement collaboratif. Voilà. Donc on espère entre... Comment ça s'écrit Rizuka? A-R-I-Z-U-K. Vous pouvez peut-être nous l'écrire ou... Ben, ce que je veux faire, je vais vous envoyer les liens pour mettre sur la page. Ouais. Voilà, d'accord. Comme ça, tout le monde, tu vois, le public... Dans les journaux ? Ça devait. Alors, c'est pas moi qui m'occupe de la commission communication, donc je sais pas où ils en sont. Parce qu'en plus, on est tous dans des lieux différents, donc on communique par mail, mais du coup, sur des tonnes de mails, j'arrive pas à tout découvrir. Voilà, bah, je le mettrai sur la page internet à disposition je l'envoie du demain. public. D'accord. Ouais. Donc, deuxième ressource importante qu'on espère et qui va nous permettre de démarrer, parce que nos demandes de subvention, on les a faites à la fin de l'année dernière. Il faut compter au bas mot, pour ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine-là, il faut compter entre 6 et 9 mois pour espérer quelque chose. Voilà. Or, toute la phase d'investissement, c'est maintenant. Création des billets, tout ça, communication. Et donc, le financement participatif, je l'espère, devrait nous permettre de démarrer. Voilà. Et puis la troisième ressource, c'est on compte créer un club d'affaires, un club de chefs d'entreprise. Quand je vais voir les chefs d'entreprise, j'ai commencé un petit peu, je reçois un accueil parfois enthousiaste de chefs d'entreprise, des PME qui ont la fibre régionale et qui ont envie d'aider leur région à bien vivre, quoi. Voilà. Ils y vont, on en discutait dans la voiture, j'ai envie de souligner ça. Ils ne mettent pas en avant leur intérêt, ces chefs d'entreprise. Alors, il y en a qui le feront, évidemment, mais ils mettent en avant leur sentiment d'appartenance tripale à leur région. Ils ont envie que ça se développe. J'en ai parlé, parlons d'ici, vous avez Mireille de Charcel, donc c'est des gens peut-être pas tout ça. C'est des gens qui ont la tripe, quoi. C'est bien. Je sais qui c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise. Je pense que localement, il y a un panel d'entreprises qui peuvent répondre. Dans les systèmes coopératifs. Voilà. Donc il faut simplement qu'on gère le problème de l'intérêt général, parce que je pense que ces entreprises, si elles nous aident, elles seront contentes de pouvoir faire des déductions d'impôts afférents. Donc il faut qu'on va refaire nos statuts pour être éligible à l'intérêt général et pouvoir garantir aux entreprises qui nous donnent de l'argent qu'elles auront 60% de déduction fiscale. Voilà. Donc ça, c'est en devenir. Donc vous voyez, nous, notre schéma économique, il est simple. Les investissements, c'est maintenant, pendant les 2 ans à venir, là, donc 2016-2017. Ça représente une certaine somme, bon, je vous ai dit 100 000 €, mais ça sera peut-être moins, on sera sûrement obligé de faire un moins. Et avec nos 3 ressources que je vous ai ciblées, et puis, théoriquement, autonomie financière à partir de 2018. Voilà, notre schéma économique, ça suppose qu'on réussisse, quoi.
je ne veux pas être pénible, mais j'ai une petite question. Est-ce que les régions qui n'auront pas de monnaie locale dans les années à venir seront plus fragiles par rapport aux tempêtes économiques qu'il peut y avoir, par rapport à celles qui ont créé une zone tampon avec une monnaie locale? C'est pas pénible avec une question, je trouve que c'est une bonne question. Moi, j'ose pas espérer... Enfin, j'ai rencontré le président de l'Union commerciale de Salins, où j'ai présenté la PIV, et puis j'ai senti des réticences. Je n'ai pas compris pourquoi, tout de suite. Eh bien, c'est parce qu'on évoquait la question de la circulation de la monnaie en Franche-Comté. Lui, moi, comme je suis dans le court terme, j'ai le nez dans le guidon, j'ose pas espérer le succès. Et lui, il avait déjà vu le succès. Bon, il est gentil, il est sympa. Et donc, il disait, moi, j'ai peur que les pives qu'ils sont émises sur Salins, elles aillent dépenser dans les commerces de Pontarlier. J'avais pas imaginé ça. Mais ça laisse penser que si on a du succès, il faudra peut-être gérer aussi ce genre de questions. Voilà. Mais effectivement, Liéter le dit dans le reportage qu'on a vu à la fin, en disant pour lui, à son degré de pensée, dans le cadre de l'évolution de sa pensée, il en est à dire qu'il faudrait des monnaies régionales. Il n'y en a aucune en France pour le moment. Il y a le Chingauer qui a un vrai succès en Allemagne, voilà, qui a un vrai succès. Mais nous en France, il n'y a pas de région qui a encore adopté. Donc on risque d'être la première, on ne sait jamais. Mais il y a peut-être une autre façon de répondre à votre question, c'est que ça peut être l'occasion de développer un certain nombre d'opérations à caractère économique et environnemental qui ne peuvent pas se développer à l'heure actuelle, faute de crédits dans les collectivités, etc., pour pouvoir le faire, faute de sources de financement collectif pour pouvoir le faire. Et il y a un document qui est sorti ce matin, il y a un rapport qui ce matin montre tout l'intérêt des monnaies locales complémentaires dans le cadre de la transition, du travail sur la transition énergétique. En disant, aujourd'hui, on dit qu'il y a là des ressources en emploi qui sont considérables dans un pays comme le nôtre, et rien n'avance. Alors qu'en Allemagne, on dit aussi qu'on a créé 200 000 emplois au cours des 5 dernières années, dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, est démontré dans ce document qui sort ce matin que on peut comme ça, comme le font les banques, créer une monnaie, c'est-à-dire créer de l'argent en mettant à disposition de projets une monnaie locale complémentaire qui finirait par enrichir le secteur et à transformer tout un tas de dispositions qu'on n'imaginait pas jusqu'à maintenant. Donc on ne sait pas si les régions les endroits où on va développer des monnaies complémentaires, si elles vont être plus à l'abri que d'autres des turpitudes de la finance mondiale. Mais ce dont on est absolument certain, c'est que ça peut participer au développement d'un certain nombre d'activités qui aujourd'hui ne trouvent pas de mode de financement pour pouvoir se développer convenablement. D'accord. Est-ce que vous pouvez mettre... Et c'est une question, par exemple, qu'on avait abordée, qu'on a abordée un jour entre nous, à propos vous parliez de circuit court, à propos de la plaine d'Auxonne, en disant on voudrait produire localement des légumes bio, la plaine d'Auxonne qui est traditionnellement une plaine de production légumière, là, est aujourd'hui en déprise. On pourrait imaginer, avec une monnaie locale, s'emparer de la question du développement à la fois pour Dijon et à la fois pour Besançon, mais aussi pour Vesoul, etc., de la plaine d'Auxonne, qui aujourd'hui n'intéresse personne. Alors qu'il y a là, entre deux régions, par ailleurs, là, il y a là une occasion de richesse fantastique, et puis une occasion de réaménager aussi le territoire. Alors on avait abordé cette question-là une fois avec Hervé Maillot, qui aurait dû être là peut-être ce soir, parce que c'est une question, lui, qui le préoccupe beaucoup. C'est une question de la production agricole locale, relocalisée, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple, dans la ville de Détroit, où ils viennent de recréer
tout un tas de jardins partagés, de systèmes qui fonctionnent aussi avec des monnaies locales. Comme au Canada aussi. Au Canada, oui. Ils font de la documentation. Il y avait une question. Vous vouliez poser une question aussi. Moi, je voulais vous demander si c'était possible que vous fassiez mettre en ligne justement le document. Moi, j'allais le demander. Très bonne idée. Si vous pouvez l'envoyer, vous avez l'adresse sur le site de l'Université Populaire. Je serais ravi de le faire partager avec les participants. Alors à ce niveau-là, au niveau de l'information, il y a aussi 2 films. Il y en a un qui va peut-être circuler, c'est Demain, le film qui s'appelle Demain, où l'intérêt des monnaies locales complémentaires est formidablement bien décrit. Et l'autre film, c'est le film de Marie-Monique Robin, Sacrée Croissance, dans lequel elle décrit aussi très bien la monnaie brésilienne. Le palmas. Le palmas. Demain, il passe à Lyon ce week-end. Demain, merci. Oui. Après-demain. Il passe... Oh, j'ai pas entendu. Si vous avez la possibilité, allez voir ce film. Il y a Enquête de sens aussi qui est très proche. Oui. Mais c'est au cinéma, c'est ça? Oui. Demain. D'accord. Demain, c'est au cinéma. Oui, c'est un film actuel qui est sur les écrans. Nous, c'est pas d'un niveau fantastique, mais c'est extrêmement intéressant. Ça crée l'espoir. Voilà, je veux dire, ça permet de mobiliser des gens qui jusqu'à maintenant ne se sentiraient pas sensibilisés par un certain nombre de questions qui nous intéressent dans la société, dans l'environnement, etc. D'accord. L'union fait la force, hein? Oui, oui, tout à fait. Mais il paraît qu'il y a beaucoup de monde qui va voir demain. À Besançon, on m'a dit que le cinéma est plein. Et moi, je l'ai vu à La Roche-sur-Yon le 1er janvier. Et pareillement, le cinéma est plein le 1er janvier à La Roche-sur-Yon. Il y a une demande. Des associations qui s'y investissent beaucoup, comme Colibri, par exemple. Les Colibri Besançon sont bien faits. Voilà, donc notre espoir est que ça vous intéresse, et puis que sur votre commune, votre canton, votre pays, ou en association avec nos Rouen, vous réfléchissez à quelque chose, voilà, donc... L'idée, elle est peut-être à un moment, on a réfléchi à ça avec Yves Bretonnier, c'est de faire une réunion, un de ces 4, en mars, pour voir un peu comment, si on a les gens, pour voir un peu comment on peut arriver à démarrer une réflexion. Pour nous, il me semble important de la positionner à un territoire assez large. C'est pour ça que... Vous avez besoin aussi d'un nouvel état d'esprit commercial, comment tout ça? Est-ce que c'est des jeunes, des anciens? Parce qu'on a vu des fois des états d'esprit commerciaux un peu. Où il y avait juste à mettre le lait, le seau, puis le lait tombait tout seul dans le seau. Ça, je pense que tant que les gens c'est en faisant que c'est ça, donc je suis d'accord. Il faut avoir des jeunes et des nouvelles choses à développer. Voilà, après, bon, c'est pas les jeunes, c'est toutes les générations. Je crois qu'il y a un tas de gens partout. C'est la même chose que nous on voit dans les Fab Labs. Les gens qu'on a rencontrés à la projection de Enquête de sens à Besançon, il y avait des gens de tous les niveaux, de tous les âges. Le cinéma était plein et personne n'arrivait à partir. Et les gens sont restés 1h30 après la fin du film à discuter, à se dire non, il faut vraiment qu'on trouve d'autres solutions. Je crois qu'il y a un peu partout un terreau de gens qui ont fait ça. J'ai une toute petite expérience sur la progression de l'implication. Donc en 2015, ça fait un an et demi que je laboure à Poligny avec la monnaie locale. Donc les gens, je suis connu quand ils me voient dans la rue, alors la monnaie locale, bon bref. Et donc on se disait, pour la lancer, la PIV, elle ne s'appelait pas encore la PIV, on l'a appelée la PIV début juillet. Donc pour la lancer, ça serait bien qu'on l'insère, on fasse une manif. Et puis dans notre petit groupe polignois, les gens me disent, si tu fais une manif, tu vas voir toujours les mêmes, les militants et tout ça, et il n'y reviendra personne d'autre. Il faut arriver à insérer la PIV dans un truc existant. Donc il se trouve qu'il y a une maison de la culture qui s'appelle la Séquanaise à Poligny, qui faisait sa fête annuelle, qu'ils appellent la fête de la guinguette, le 7 ou 8 juillet. Donc je demande l'autorisation, je vois le président puis la directrice, je leur dis est-ce qu'on peut utiliser la PIV, pas de problème, on utilise la PIV. Et puis comme j'avais dans l'idée déjà d'impliquer des producteurs, des artisans, tout ça, j'ai dit que ça serait intéressant qu'en même temps que la fête de la guinguette, qui n'est jamais qu'une soirée saucisse, je sais plus quoi, et puis salade, et puis
Et puis une convivialité. Convivialité, un truc pour danser, voilà, qu'on appelle une estrade pour danser. J'ai dit, ce serait bien qu'on rajoute, puisqu'on était le 7 juillet, il fait jour tard, qu'on rajoute des commerçants ou des artisans du coin. Et je suis arrivé à en dégoter 6, dont mon informaticien, voilà, bon. Puis ma coiffeuse. Et donc elle a amené son matériel, c'était rigolo, on s'est fait couper les cheveux dehors. Et donc pour la coupe, c'était 10 pives. Et voilà, c'est un marché moyen, c'était sympa, voilà, bon. Les commerçants, je les avais prévenus, je leur ai dit, vous me rendez service, parce que vous savez que vous n'allez pas faire d'affaires, hein, voilà. Pas de problème, on t'aide, tout ça. Donc on a eu 6 commerces, une crèmerie, un magasin de produits népalais, la librairie du coin, enfin vous voyez, on a eu vraiment... Bon, bref. Les gens, ils étaient là pour me faire plaisir, c'est tout. Ok. Et puis, moi, je vais me faire couper les cheveux. La coiffeuse, elle a eu un succès fou. Parce que c'était rigolo de se faire couper les cheveux au soleil couchant, dehors, et tout ça. Il y avait un côté sympa, quoi. Hein, un peu à l'ancienne, vous savez, quand on est dans ces gros fauteuils, elle avait déplacé son fauteuil. Et puis donc, je dis, le coup d'après que je vais chez elle, je dis, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as fait? T'as gagné beaucoup de pives. Elle me dit, oui. Je dis, qu'est-ce que t'en as fait? Ben, elle me dit, j'ai fait du troc avec le magasin népalais, j'ai acheté un foulard, je ne sais plus ce qu'elle avait fait encore, puis elle me dit, moi, il m'en restait. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme tous les commerçants, il nous restait des piles, on a acheté des packs de bière, et on a bu des bières, ensemble. Et elle m'a dit, ton truc c'est bien, c'est sympa. Comme ça. Et en fait, c'est ça la meilleure leçon, ton truc c'est sympa, quoi. Vous voyez, ils ont bu des coups entre commerçants, ils ont bu des bières ensemble. Au projet économique de région, je ne sais pas si ça c'est des bières de la fête, c'est pas des bières du coin. Alors que moi, je suis déjà en train d'anticiper les crises à venir, mais ça peut être déjà un bon niveau. C'est déjà un bon début. Mais ouais, on crée du lien en fait. Vous voyez, c'est ça qui est important. Voilà. Et c'est un peu un remède, vous parliez du défaitisme des commerçants, de certains commerçants, je pense que c'est un remède. Alors, évidemment, ils ne vont pas y croire tout de suite, mais peut-être que si on arrive à les impliquer dans des trucs comme ça, des trucs tout bêtes, eh ben, ils vont être sensibles au lien, ils vont être sensibles à la fraternité, quoi. Voilà. Bien que l'atelier qu'on a fait à Noroy, en termes d'échanger, on avait fait la règle autour des sous d'ici, hein. Enfin, vous l'avez vu, hein. Oui, je l'ai vu. Ça a créé une convivialité, alors même si c'était pas du réel, c'était tout de suite, ça a créé de l'échange, de la discussion, et puis les gens se sont pris au jeu. Il y a eu Alternativa aussi, où la PIF a été utilisée, où il y avait des échanges, et quelque part, on sent bien que c'est quelque chose qui démarre. Ce que vous décrivez, c'est la base de l'économie, c'est ça. Ben voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie sans croyance, et la croyance, c'est le lien. Ben, c'est Max Weber qui l'avait théorisé dans son ouvrage de 1920, mais c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, si on ne se retrouve plus, c'est parce que la spéculation a pris le dessus, à 98% sur l'économie mondialisée. Donc, ouais, puis on subit, quoi. On subit un peu tout. Oui. La monnaie locale, j'ai bien aimé le reportage sur le Pays Basque, on sent que, évidemment, ils sont encore minoritaires, mais ça incarne quelque chose, voilà. Et ça, c'est très important, effectivement. Et je pense que le billet, dans cette phase-là, en rapport à la discussion qu'on a eue là au début, le billet est important. Dans cette phase-là, qui est d'échange, ça matérialise un peu. Et il y a des gens qui sont sensibles. Sur les selles, moi je me demande comment ça peut s'articuler avec les selles. Il y a des selles qui existent en Haute-Saône, donc l'unité c'est le temps. Donc voilà, j'ai cette question de voir comment ça pourrait s'articuler avec les selles qui ont donc cette unité de temps. Moi je crois que ce que je me dis, c'est que par exemple ils viennent de créer, enfin ils ont créé l'année dernière un sel à Lens-le-Saunier. Donc j'ai pris contact avec les responsables du sel qui m'ont envoyé gratter, ils m'ont dit on investit notre temps dans l'organisation du sel, la monnaie locale on verra après. Alors ils n'étaient pas agressifs, ils m'ont juste dit nous on veut que le sel réussisse. Donc ils m'ont invité à la modestie. Je me dis que les sels, il faut qu'ils restent sels entre eux, mais je compte beaucoup sur l'espoir qui est le même, et donc que la population qui participe au sel, elle participe aussi à la monnaie locale.
Je vois pas comment on peut faire coïncider les deux, par Je contre. sais pas justement, je sais pas s'il y avait un point possible, je sais pas. C'est le même esprit, hein. La question est très intéressante parce qu'elle couvre une partie de la monnaie complémentaire qui n'a pas été évoquée ce soir. Ce sont les monnaies qui ne sont pas du tout basées sur l'argent. C'est ça. En Espagne, il y a des banques du temps qui sont indépendantes. Il y a des monnaies importantes au niveau mondial, comme la monnaie qui a été mise en place à Curitiba au Brésil, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a été mise en place dans une ville qui était une très grande ville où ils avaient deux problèmes gigantesques, l'insalubrité et la pollution, avec les favelas, et les transports en commun, qui ne marchaient pas. Ils ont fait une monnaie qui ne pouvait se gagner qu'en triant les ordures, et qui ne pouvait se dépenser que dans les transports en commun. Que dans les transports. Puis après, ils sont développés. Mais ils sont partis de ça. Au bout de quelques années, ils se sont aperçus qu'ils avaient résolu trois problèmes en même temps. La ville était propre. Les transports en commun se sont développés d'une manière gigantesque, mais ils ont résolu un problème qui ne s'attendaient pas à résoudre, c'était l'emploi. Parce qu'en fait, comme les gens ont eu les moyens de se déplacer, et avaient plus d'hygiène, ils ont pu aller chercher le travail au bout de la ville, et le taux de chômage a baissé mais gigantesquement. Donc la question est super intéressante, je trouve, de la relation avec les SEL par rapport à la PIF, c'est comment la PIF va pouvoir éventuellement s'intégrer avec d'autres types de monnaies qui ne sont pas fondées sur un mimétisme à la monnaie euro ou au système commercial tel qu'on le connaît. Votre lien, il n'est pas dans le système de valeur, justement, dans la création de valeur, C'est qu'elle là soit la sur question. support monétaire ou support humain. Parce qu'on peut effectivement recréer du lien, revoir une richesse de territoire, une relocalisation et des circuits courts sans passer par l'équivalent euro, c'est-à-dire développer les choses. Est-ce que vous êtes déjà posé la question au niveau de la PIB ou pas? Oui. Bon, en fait, on est obligé de faire des choix. Et donc on a choisi ce qu'évoquait Michel, hein, on a dit on part sur la monnaie papier parce que c'est ce qui nous semblait le... Non, mais après, c'est juste dans le rapport avec votre projet, qui est effectivement un projet intéressant de monnaie, mais qui reste quand même une copie de monnaie classique. C'est un système par rapport aux autres types de monnaies que proposent les SEC d'ailleurs, les monnaies du temps, les monnaies du savoir ou les monnaies d'échange qui peuvent se mettre en place. Je crois que la réponse, quelque part, elle peut être d'avancer. Le choix de dire il y a un groupe de travail qui se met d'un territoire en disant il y a les bonnes volontés, des acteurs du sel, des acteurs de monnaie locale, et puis je pense que c'est des choses à articuler, ça ne va pas se faire tout de suite. Ah non, mais il y a une connexion qui est envisageable. Ah oui, c'est le même état d'esprit, de toute façon. Oui, c'est clair, mais vous connaissez les limites de fonctionnement d'un groupe. Pour pouvoir avancer, il faut qu'il y ait un minimum d'accord entre les participants. Et ce groupe-là, il a plutôt tendance à fonctionner sur l'expérimentation, sur le concret, et il n'est pas du tout dans l'imagination philosophique de projets plus vastes, plus utopiques, etc. Et donc ces questions-là n'ont pas été posées, et de temps en temps, il est même très difficile de les poser. D'accord. Non, ça n'a rien de philosophique ni utopiste, hein. C'est les SEL existent, échangent du temps. Mais si on imagine que, par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire vous dites au fond, ce que vous êtes en train de faire, c'est pas autre chose que l'imitation de ce qui se passe par ailleurs. Donc ça sous-entend pour moi quelque part que peut-être qu'il y aurait d'autres hypothèses que d'imiter ce qui se passe par ailleurs, parce que c'était pas péjoratif. Mais je ne l'ai pas entendu comme ça non plus. Je réponds simplement à votre question en disant que pour l'instant, il me semble que ça n'est pas possible que notre groupe travaille ces questions-là. Il est, je dirais, il a trop le nez dans le guidon. C'est une certitude. Oui, parce que le front est tellement large, on a tellement de boulot. Mais rien n'est exclu. Oui. Puis je pense que ça vaut le coup, ce que disait Michel, que ça se discute au niveau local, quoi. Parce que moi, c'est sûr que sur Poligny, les AMAP, elles n'ont pas le même impact que chez vous ou que d'ici. Par contre, ça colle en système, en ajoutant des systèmes selon le niveau
selon le niveau d'esprit philosophique, on peut le voir comme ça. Moi, je sais que j'aime bien le concret, donc j'aime bien les billets, parce que j'ai hérité un petit peu du mental de mes grands-parents, donc j'aime le concret. À côté de ça, on peut y ajouter une monnaie numérique pour les jeunes, effectivement, sur téléphone portable, parce qu'ils sont très habitués à ce genre de pratique. Et au-delà de ça, pour les personnes qui ont vraiment conscience d'avoir une valeur propre, effectivement, de créer des cercles d'échange de valeurs directes, sans support matériel, où on peut s'échanger un savoir particulier qu'on possède. Où les trois peuvent s'articuler, oui, c'est tout à fait faisable. Je reviens quand même, je pense qu'il est important dans l'approche qu'il y a, c'est toujours cette masse critique, parce que j'y viens aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mettre une monnaie locale en place, c'est de se dire d'avoir un tissu, c'est de construire ce tissu. Et avant de se dire, tiens, on va faire le nec plus ultra, c'est une équipe de gens qui se disent, on construit le tissu et progressivement, qui peut être partant, quels arguments on a localement pour la porter. Ça, il y a tout ce boulot-là que tu as vécu, hein, toi. C'est quel argument on a par rapport aux particuliers, par rapport aux commerçants, et comment aujourd'hui, à quelle échelle on peut espérer arriver à avoir cette notion de circuit, parce que c'est un peu ça la difficulté, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'à la fin, je le rappelle, mais c'est simple, hein, il ne faut pas qu'à la fin, il y en a un qui se retrouve avec des piles et qui ne sache plus quoi en faire. Hein. Jean-Louis a sorti sa carte de sol. Jean-Louis était adhérent au sol bisontin qui a échoué parce qu'il y avait pas assez de participants. Il y avait combien de commerces qui acceptaient ça? Je me souviens plus, mais... Non, mais c'est très dilué dans la région. Mais une des raisons pour lesquelles ça a échoué, c'est que l'environnement nécessaire n'était pas structuré convenablement. Et donc on avait besoin d'appui juridique, on avait besoin d'un certain nombre de services à côté qui existent aujourd'hui, mais qui faisaient défaut à l'époque. Et la structure nationale sol était en grande difficulté. Ils n'étaient pas capables de répondre à un certain nombre de questions qui se posaient. Donc ça, c'est parti en capilotade comme ça. Hein, Puisque nous, vous voyez, on est très pragmatique. Hein. On a parlé des bureaux de change. Donc évidemment, la PIB, on va pas faire relation avec le bureau de change. J'ai récupéré celle des Pays Basques. On l'a regardée ensemble. On l'a modifiée à la virgule pour pas dire qu'on fait comme les Basques. Puis on a récupéré la... Bon, voilà, on a créé notre propre convention avec les bureaux de change. Ça nous a demandé pas beaucoup de palabres, quoi. Voilà. Le règlement d'échange de la caisse de compensation des entreprises, j'ai piqué celle de Nantes, puis je ne vais pas m'emmerder, on va quand même vérifier que c'est bien adapté à chez nous, mais voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance de s'appuyer sur un acquis, l'expérience des autres régions, enfin des autres communautés, qui va nous permettre d'avancer plus vite. Parce que vraiment, la tâche est gigantesque. C'est la mutualisation des et puis, pardon. Je disais qu'il s'agissait de mutualisation des compétences. Oui, oui. Voilà, On est dedans, c'est un peu pour ça. Oui, puis aujourd'hui, il y a quand même... Internet, ça aide quand même beaucoup. Le cadre juridique est quand même sécurisé, puisque de ressources, de témoignages, etc. Conseil juridique. C'est un outil dont on voit bien que si on l'avait eu quand on a travaillé sur Sol il y a quelques années, je pense que ça aurait servi. Oui, oui. Mais là, on va très vite aux ressources. Hein, on va très vite chercher. On a besoin d'un tuyau, on trouve pratiquement tout de suite. Donc ça permet aussi de garder l'enthousiasme, de garder la dynamique, parce qu'on a trouvé des voies de solution, et on peut avancer assez vite, quoi, hein, même si ça peut paraître long, parce qu'on est dans une complexité quand même assez sérieuse. Hein. Est-ce que vous pensez que la PIB garantit le pouvoir d'achat à long terme? S'il y a une déflation de l'euro, par exemple, la partition à l'euro, oui, si on n'investit pas le surplus de PIB dans du matériel, enfin pas du matériel, mais dans du non monétaire, on est obligé finalement de retourner dans un cycle PIB, euro, PIB, euro. Donc si l'euro baisse, finalement les gens se retrouvent avec le même souci. Ah oui, bien sûr. C'est un peu la raison pour laquelle, enfin, si je peux me permettre de prendre la parole, le VIR a été créé. Cette monnaie suisse, qui est une monnaie qui représente un gros volume. En fait, les Suisses sont très doués pour être riches. Quand le marché international se casse la figure, les entreprises s'échangent en vivres. Ils ne sont plus du tout concernés par les problèmes internationaux. La Banque de Zurich cautionne tout ça. Et dès que le marché international redevient favorable, ils repassent gentiment toutes leurs transactions
en dollars ou en... Mais effectivement, ça leur assure une stabilité qu'ils n'auraient pas avec... Il faut des gros volumes. C'est le problème, voilà. Il faut des gros volumes. Encore que quand vous disiez que vous avez écouté un petit peu ce serait faisable sur ce genre de... le sud-ouest, mais ça ne va pas faire pareil, quoi, parce que ça fait déjà du gros volume. Oui, mais après, le volume, à mon avis, se calque sur la capacité financière d'un territoire. C'est plutôt le circuit, quoi. C'est d'instaurer le circuit. Évidemment, si on parle en Alsace ou on parle Pays Basque, on n'est pas sur les mêmes volumes financiers. Mais quelque part, c'est bien une circulation. Alors si ça se fait à la dimension du territoire. Là où votre question est intéressante, c'est que ça va poser le problème non seulement de la monnaie, mais en fait de l'utilisation de la monnaie. C'est-à-dire si effectivement avec la PIB on veut acheter des choses importées de Chine ou on veut acheter une voiture qui ne sera pas fabriquée localement, on ne va pas échapper au problème de crise. Ouais. Si avec la PIB en même temps on décide de consommer autrement, de revenir à d'autres valeurs, des choses plus simples, locales et élémentaires, effectivement ça peut être, à mon avis, un refuge à ce moment-là continue. Je voulais faire un peu le parallèle justement avec les SEM, c'est pour ça. Le surplus, le réinvestir dans quelque chose qui n'est pas... Je vous dis, le Sarnex, c'est la question fondamentale de l'économie. Qu'est-ce qu'on fait du surplus? Qu'est-ce qu'on fait de la valeur ajoutée? Je veux dire, c'est une question marxiste depuis longtemps. Et c'est Schumpeter qui avait répondu à cette question. C'est Schumpeter qui avait répondu à cette question. Voilà. On peut imaginer effectivement, si ça dégage beaucoup de plus-value, en fait, là, on peut imaginer de financer des projets alternatifs. Voilà. On peut imaginer un certain nombre de choses. Donc ça peut être le point de départ de transformation dans l'économie qui est, alors, je ne veux pas faire mon petit Marx, mais qui ait des conséquences dans l'organisation sociale. Je le connais depuis longtemps, il aime bien faire son petit Marx. Il me semble aussi, moi, l'intérêt ne m'a pas échappé, c'est pas ça justement. Mais au contraire, ce qui fait peur, finalement, quand on conceptualise la chose, c'est ça, c'est de se dire, tout l'effort de création de biens, est-ce qu'elle ne va pas s'évaporer si l'environnement extérieur commence à... D'où l'importance de la réponse que monsieur l'a donnée avec le VIR, quoi. Si on arrive à structurer un réseau d'échange intra-régional, en quelque sorte, on est moins dépendant des variations. C'est pas non plus un exemple forcément à suivre, le VIR, parce que c'est une bernade pour les autres. Il dit sur le fait, en fait, c'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme.